Pendant 8 ans, le record du monde du saut en hauteur n'a pas bougé d'un seul centimètre. Posé en 1963, 2,28 m, il ne bougera pas avant 1971. Et pourtant, les athlètes se sont donnés. Ils ont changé de méthode d'entraînement, testé des méthodes d'intensification, des techniques de nutrition, de musculation, des techniques de saut. On avait, oui, une contrainte matérielle qui était que la réception se faisait sur des copeaux en bois, donc pas ouf niveau réception, donc tu étais obligé de faire un peu attention à ce que tu faisais. Mais ça ne bougeait pas. Et ce n'était pas par manque d'inspiration, ça ne bougeait pas d'un centimètre et tout le monde se butait pour battre ce fameux record. Sauf que, Mexico, Jeux Olympiques, 1968, tout changea à partir de ce jour-là. On a désormais une petite innovation, des petits tapis de mousse pour la réception, d'accord ? Et un Américain de 21 ans se présente, s'élance et teste du coup une nouvelle technique de saut sur le dos. Il est ri du public, critiqué par les entraîneurs, mais il remporta cette année une médaille d'or. 4 ans plus tard, la moitié des athlètes sautèrent de cette façon. Et aujourd'hui, c'est devenu une méthode de saut unique et emblématique, validée et qui crée actuellement un consensus, le Fosbury. Son nom, c'est Dick Fosbury et il démocratisa du coup cette méthode qu'on a tous au moins expérimenté au moins une fois en cours de saut en hauteur au collège, primaire ou peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été le seul à sauter comme ça, mais c'est pas parce qu'il a une idée révolutionnaire de saut. C'est juste qu'il a osé penser différemment. Le blocage n'était pas mental, il était matériel à l'époque, et il a vu une contrainte tomber, donc une opportunité de faire les choses différemment, malgré le fait que personne n'aille dans cette direction, d'accord ? Et donc, de ton côté, ne cherche pas une idée neuve, cherche ce qui vient de devenir possible. Et on ouvre du coup une fenêtre beaucoup plus large autour de l'intelligence artificielle, chose pour laquelle tu es venu sur cette vidéo. Si je te raconte tout ça, c'est parce que tu es entrepreneur, ou peut-être que tu es dans le salarié, ou peu importe, et en ce moment tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Peut-être que tu as peur, peut-être que tu te poses des questions sur, globalement, ton utilité dans ce monde. Parce que maintenant, tu as des IA qui sont capables de faire ton travail en 10, 100 fois mieux, 100 fois plus rapidement, pour 100 fois moins cher. Et donc forcément, tu doutes de toi. Forcément, tu te demandes quelle est ta place dans ce monde et comment tu vas pouvoir pallier à ces changements, ces opportunités, etc. Tu lances un business, tu es peut-être développeur, tu testes de développer un SaaS, mais à côté, tu vois que des mecs avec Claude Code arrivent à faire la même chose que toi, plus rapidement, et faire plus de cash que toi. Donc ça te pose et te fait poser énormément de questions. Okay ? Et le truc, c'est que une allégorie que j'aime bien donner, c'est que là, on est dans une ère qui est complètement nouvelle. Donc, il faut changer de paradigme de pensée, changer de façon de réfléchir et de passer à l'action. C'est comme si, actuellement, tu voulais allumer une bougie avec des silex, alors que tu avais un lance-flamme dans ton salon, tu vois. Et donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Je sais que tu es complètement perdu, je sais que tu te poses des questions, et moi, le premier. Mais dis-toi une chose, c'est qu'on est dans une ère où tout le monde se pose des centaines de milliers de questions. Des boîtes à plusieurs milliards sont complètement perdues et dupères face à ce qui est en train de nous arriver sur le coin du museau. Donc c'est une très bonne chose pour toi et je vais donner aujourd'hui finalement les apprentissages, les leçons qui m'ont permis justement de pallier justement à cette vague de l'IA et comment ne pas se faire remplacer par l'IA dans cette ère où tout va très très vite. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle rapidement de neurosciences. Tu peut-être as entendu déjà parler de ce qu'on appelle l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est quoi ? C'est finalement une croyance, une étiquette auquel on va prêter tellement d'attention qu'on va façonner notre façon de faire et notre façon de découvrir le monde. Ça peut paraître un peu abstrait, donc je vais te donner un exemple tout simple et tout bête. Au collège, en primaire, ou peut-être qu'avant, tu as déjà collé quelques étiquettes. C'est-à-dire, tu sais, le fameux « il n'est pas bon en mathématiques » ou « ouais, mais toi, tu n'es pas fait pour ce sport, toi, tu es plutôt fait pour ci, tu es plutôt fait pour ça ». Les adultes donner des étiquettes aux enfants, d'accord ? C'est une façon de transmettre leurs croyances, entre guillemets, mais ces étiquettes-là nous collent après toute notre vie. Et c'est ce qu'ils ne se rendent pas compte sur le moment, d'accord ? Tout ça pour dire que si on te dit, quand tu es enfant, que tu n'es pas fait pour les mathématiques, tu vas penser plus tard que tu ne seras pas fait pour les mathématiques, alors que peut-être que tu aurais pu potentiellement obtenir un diplôme, un prix Nobel en mathématiques. Pour vous aider à sortir de cette impuissance acquise, j'ai listé 4 points qui vont vous permettre
de déconditionner votre façon de penser pour sortir de cet ancien monde, cet ancien modèle marketing, modèle de faire du business, pour vous adapter au mieux à l'IA et l'utiliser pour évincer n'importe quel concurrent ou n'importe quelle personne qui chercherait à rentrer en compétition avec vous. La première chose, c'est utiliser l'IA mieux. C'est-à-dire que l'IA ne remplacera jamais votre travail. Par contre, ceux qui l'utilisent dans leur quotidien pour faire la même chose que vous, oui. Si vous êtes graphiste et que vous faites des logos, par exemple, un graphiste qui se sert de l'IA pour trouver des idées, pour faire des esquisses ou quoi que ce soit, pour aller plus vite et faire mieux son travail, va vous éclater. Pareil pour les développeurs, pareil pour toutes les professions en fait. On est en train de lancer un SaaS dans l'attribution marketing. Et on pourrait se dire que c'est la pire période pour lancer un SaaS. Pourquoi ? Parce que n'importe quel pélo qui a Claude Code sur son ordinateur peut shipper et faire un MVP en 48 heures, donc lancer un SaaS en 48 heures. La réalité, c'est que oui, les SaaS à faible valeur ajoutée, les énièmes CRM, les choses peu concrètes, concrètement, que tout le monde est capable de faire, tu vois, genre des dashboards, de data ou quoi que ce soit, tout le monde s'en fout, c'est facile à faire. Oui, ça va se faire remplacer. Oui, ça n'a aucune valeur sur le marché. Par contre, nous, dans l'attribution marketing, on est sur de la data analyse, des choses très précises, des modèles de calcul qui sont ultra poussés, qui ne peuvent pas être vibe codés. On a mis quasiment 2 millions en R&D sur notre SaaS pour justement répondre à une contrainte. Et donc, on le sait très bien que n'importe quel mec qui essaie de nous concurrencer, il va bouffer un mur s'il n'a pas du budget ou des grosses équipes techniques derrière. Voilà. La deuxième chose, c'est sortez de la moyenne, s'il vous plaît. On a toujours cette façon de penser, ou du moins à sortir de la moyenne, j'entends par penser et oser penser différemment. Les profils neuroatypiques, neurodivergents sont ceux qui vont le plus avoir de facilité à se développer dans cette ère de l'IA. Pourquoi ? Parce que de base, en fait, ils ont des modèles de réflexion qui sont différents. On t'explique toujours que pour lancer un produit, il faut chercher un ICP, puis lancer une landing page avec un copywriting adapté à l'ICP et te focus sur un avatar, un market fit, un produit, bref. Ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde te donne davantage de possibilités. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller chercher un ICP en particulier. Pourquoi faire ça alors que tu peux créer 10 landing pages qui ciblent 10 ICP différents ? Et c'est ce que nous, on a commencé à faire. On a des features dans notre SaaS, et on a créé des LP qui touchaient des ICP qui étaient intéressés par chacune de nos features. Et donc, en termes de portée de message, c'est démultiplié. Et donc, on rentre dans une ère où le marketing à l'ancienne est, comme je l'ai dit et expliqué, obsolète. Et maintenant, il y a plein de possibilités de se démarquer et d'aller beaucoup plus vite, en fait, tu vois. De tester des méthodes complètement différentes, de casser complètement tes paradigmes, tu vois. Sortir du linéaire et aller plutôt sur des modèles exponentiels. Parce que oui, tu peux aller chercher l'exponentiel, tu vois. On va travailler le produit, le market fit, on va chercher nos 5 premiers consommateurs et machin, etc. Si, tu peux complètement casser ça, tu vois. Nous, on est en relation, en contact avec des gars là, qui dépensent des millions en publicité. Mais si on voulait faire les choses de manière linéaire, on aurait commencé par des petits infopreneurs, puis X, puis Y, etc., etc. On a pété ces plafonds de verre, on a testé d'autres techniques, des façons différentes de réfléchir, on a pu du coup accéder à des profils beaucoup plus avancés. Et on a gagné quasiment 1 an de R&D sur le produit grâce à ça. Troisième point, chercher à s'anomaliser, et peut-être que je le mettrai en dernier, et c'est ce que je vais faire, parce que pour moi, c'est le plus important actuellement. Donc le troisième point que je vais remplacer, c'est plutôt supprimer la faible valeur ajoutée. Remplacer vos tâches chronophages. Les entrepreneurs qui utilisent l'IA encore comme un terminal pour poser des questions et avoir des réponses vont se faire fumer, d'accord ? Parce que même vos darons et n'importe qui maintenant font exactement la même chose, ok ? Avec Claude Code, tu es capable maintenant de créer des applications pour gérer tes coachings, tes clients, lancer des SaaS. Tu peux absolument tout faire à partir du moment où tu as une idée, tu es capable de la matérialiser. Encore faut-il faire attention de ne pas se faire avoir par le problème. Je me fais attaquer par une mouche là, je ne sais pas si tu le vois. Encore faut-il faire attention à sélectionner les bonnes idées et pas rentrer dans une overdose d'IA et vouloir tout le temps innover ou quoi que ce soit. Ça, c'est super important. Mais par contre,
Si de ton côté, tu arrives à dégager tout ce qui ne t'apporte rien fondamentalement de ton business, donc qui s'éloigne de ton expertise initiale, fais-le et le plus rapidement possible. Maintenant, c'est terminé de faire ses factures à la main, c'est terminé de gérer ses mails à la main, c'est terminé, limite même de faire tes landing pages. Tu peux tout automatiser, tout, absolument tout. Donc, fais-le au maximum, ok? Et le dernier point, le plus important, ce que j'expliquais, c'est chercher à vous anomaliser. On est dans une ère, là je te laisse ouvrir LinkedIn et d'aller scroller un petit peu. Moi, ça me donne des boutons, ça me donne la nausée. Toujours les mêmes posts, toujours la même façon de s'exprimer, toujours les mêmes commentaires de Gaulmont, les mêmes commentaires de bots. Tout le monde fait pareil, les mêmes types de contenus, les mêmes façons d'écrire. C'est vide, c'est plat, ça donne envie de gerber. Si toi, tu arrives à faire ressortir ce qui fait toi un être unique, bah, c'est la raison pour laquelle les gens vont se diriger vers toi. Les gens vont chercher de plus en plus d'âme, d'unicité. Donc plutôt que d'essayer de chercher quelle méthode tu vas pouvoir copier pour lancer ton activité, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qui fait que les gens auraient envie d'acheter. Quel est le trait de la personnalité, mon expertise, un domaine qui me différencie complètement de mon marché. Ça, c'est le plus important. Okay, les vidéos RAW, comme ce que je suis en train de faire, c'est une méthode d'anomalisation. Pendant qu'on est dans une ère avec des vidéos ultra montées, ultra poussées, etc., ben moi, je me pose, là, il est 8h37, je te raconte ma vie, j'ai des notes sur mon téléphone. Ben, j'ai une part au fond de moi qui me dit que ça peut fonctionner, que ça peut plaire à un groupe de personnes qui ne veut plus de surmontage, de sur-truc ou quoi que ce soit, et beaucoup plus d'authenticité. On est dans une ère incroyable, tu es dans une ère incroyable, on est dans une fracture entre deux mondes, d'accord ? Comme dans GTA avec les codes de triche. Tu as actuellement les codes de triche entre les mains, mais tu ne sais pas encore comment actionner les boutons, ou du moins tu n'oses pas le faire. Fais comme Fuzbury au moment de faire son saut, au lieu de tester, d'aller faire les choses plus dures, plus intensément, essaie juste de faire différemment. Et c'est ça qui te permettra de te démarquer, et c'est ça qui te permettra de faire face à cette ère de l'IA et exploser ton marché. Je te souhaite une bonne journée, on se voit demain pour la prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.